Bonjour et bienvenue à cette rencontre quantique ayant pour thème développement responsable des technologies quantiques. Alors aujourd'hui, deux invités de marque avec moi. Commençons avec Isabelle Lacroix. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors Isabelle, tu es professeure agréée à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, aussi vice-doyenne au développement et à l'international de la Faculté des lettres et sciences humaines et directrice du Centre de langue de l'Université de Sherbrooke. Est-ce que je résume bien? J'ajouterais que je suis aussi ceinture noire de judo. Donc, soyez au courant dans la salle pour les questions à la fin. Non, c'est exactement ça que je fais dans la vie. Voilà, c'est bon. Excellent. Donc, on revient à toi dans une seconde avec, justement, au-delà de ces titres, ce que tu fais au quotidien. On va être bien curieux de t'entendre là-dessus. Aussi, Michel Piorot-Ladrière, directeur des partenariats et de la stratégie chez Nord Quantique, donc start-up de Sherbrooke, qui est né à l'Institut Quantique ici. Et vos bureaux ne sont pas très loin, à quoi, 1 ou 2 kilomètres. Bonjour Michel. Bien, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici et de vous voir tous et toutes. Très content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc, mon nom est Ghislain Lefebvre. C'est moi qui vais animer cette rencontre quantique, donc qui s'inscrit dans le cadre là, des projets de Curieux Quantique. Isabelle, on revient à toi. Est-ce que tu peux nous dire, donc, justement, au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'intéresse comme recherche ici à l'université? À la base, moi, étant une prof en études politiques, ce qui m'intéresse, c'est les politiques publiques, donc ce que fait l'État. Au cours des dernières années, je me suis intéressée beaucoup aux politiques de développement technologique. Donc, comment est-ce que l'État peut venir... D'habitude, quand on pense à l'État et aux politiques, on pense à venir mettre des contraintes. Oui, pas fou. OK, mettre des balises, mais aussi voir comment on peut orienter le développement pour l'encourager, aussi voir à ce qu'il y ait le maximum de retombées positives de ces développements technologiques-là. C'est comme ça que j'arrive à l'IQ, parce que visiblement, moi, la science quantique, c'est pas ça mon domaine, mais essayer de... avec la gang qui, eux, connaissent ça, essayer de voir comment on peut anticiper ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait être intégré dans la société et voir de quoi on a besoin pour s'assurer que ça serve au plus grand nombre. Voilà. Et ça fait longtemps que tu gravites autour de l'IQ. En fait, tu es membre depuis plusieurs années. Puis on dit toujours que l'Institut Quantique, c'est un institut de recherche. L'idée, c'est d'avoir des gens avec différents backgrounds qui viennent regarder les sciences quantiques avec ces backgrounds-là, avec ces lunettes différentes-là. Donc, tu t'inscris tout à fait dans cette lignée-là. Je pense que je peux pas plus l'incarner, l'interdisciplinarité, là, en termes de distance disciplinaire. On peut pas être plus loin que ça. Avec la mécanique quantique elle-même. Oui, on est loin. Loin. C'est bon. Bien, on y revient. Assurément, Michel, de ton côté, donc tu connais très, très bien l'IQ. À l'origine donc, de la fondation de l'Institut Quantique, tu étais dans l'équipe de direction. Donc, évidemment, tu es ici de retour dans un bâtiment que tu as aidé à mettre en place, à construire, un institut de recherche que tu as aidé à mettre en place aussi. Maintenant, tu es rendu chez Nord Quantique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais de ton côté? Oui, absolument. Donc, premièrement, Nord Quantique, on est une compagnie qui conçoit, développe et fabrique des ordinateurs quantiques. Vous êtes tous et toutes conscientes que c'est un défi de réaliser un ordinateur quantique. Nous, on se spécialise dans des ordinateurs quantiques tolérants aux fautes parce qu'on croit que c'est ça que ça va prendre pour débloquer toutes les applications. C'est une technologie qui est très difficile à développer. Donc, on ne veut pas faire ça tout seul. Et mon rôle, c'est faire les partenariats stratégiques, dont, par exemple, le développement et le développement responsable de cette technologie-là. Et c'est pour ça qu'on prend part au projet Stimule qu'on va parler aujourd'hui aussi. Oui, on y revient dans quelques instants. Donc, Isabelle, justement, qu'est-ce qui est le développement responsable? Si on commence de ce côté-là, avant même de parler de projet, notre thème, donc, aujourd'hui, c'est le développement responsable des technologies quantiques. Qu'est-ce que ça veut dire, développement responsable? Longtemps, quand on a parlé d'intégration des technologies dans la société, on s'est préoccupé du consommateur. On s'est préoccupé de la personne qui éventuellement va l'utiliser. Est-ce que ce sera friendly user pour cette personne-là ou pour ce groupe-là? On a aussi, après, on s'est intéressé à ce qu'on a appelé l'acceptabilité sociale. Donc, est-ce qu'il y aura des freins? Est-ce que certains groupes pourraient être plus réfractaires? Est-ce que certains groupes pourraient être plus... voire même plus agressifs dans leur réponse négative à l'intégration d'une technologie. Quand on parle de développement responsable, on va une coche plus loin. C'est l'idée de faire de la recherche ou de faire des innovations qui vont littéralement
Puis là, c'est pas parce que je suis une politologue que je dis ça, là. C'est parce que c'est vraiment ça, qui vont littéralement contribuer au bien commun, qui vont faire, dans la façon dont elles sont conçues, qu'elles sont réfléchies, qu'elles sont développées et qu'elles sont commercialisées et implémentées éventuellement, elles vont avoir comme tâche, notamment, de contribuer au bien-être collectif. Puis là, bien évidemment, quand on dit les ordinateurs quantiques qu'on est à essayer de développer, ça semble bien loin, mais je pense que l'histoire récente de nos sociétés nous prouve que parfois, le développement technologique, soudainement, il s'accélère sans qu'on l'ait vu venir à ce point-là. Et donc, l'idée d'un développement de responsable, c'est d'avoir cette réflexion-là au moment où on conçoit, où on a l'idée, pour éviter les petits dérapages. En tout cas, pour les limiter, disons. Commençons par ça. Donc, on comprend que ton objectif à terme, ça va être d'influencer la mise en place de politiques publiques. Donc, on est vraiment dans une sphère d'influence ici parce que tu n'es pas ça toi-même. Moi, je ne fais pas de loi. Non, effectivement, je ne fais pas ça. Donc, à terme, ça, c'est une des finalités, d'essayer de voir comment nos sociétés, via des politiques, via des textes de loi, via des règlements, peuvent donner des balises. Mais ça va plus loin que ça. Ça va aussi à sensibiliser l'ensemble des groupes de la société civile pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner, comment ils peuvent se protéger dans certains cas. Il y a tout l'enjeu de la sécurité, évidemment, quand on parle de techno-quantique. Comment ils peuvent se protéger, mais aussi comment ils peuvent bénéficier des retombées directes ou indirectes de ce développement technologique-là. Et plus les gens sont conscients de ça, sont sensibilisés à ça, bien, plus on peut s'assurer d'étendre les balises le plus loin possible. Mais puis, en même temps, quand tu parles de travailler en amont, on était dans une rencontre au même endroit dans les derniers jours, puis j'ai surpris une conversation que tu avais avec un scientifique ici de l'Institut, puis la réponse de la personne, c'était de dire, bien, moi, dans mon quotidien, j'ai suffisamment d'embûches qu'être capable de dire qu'en plus, je vais m'ajouter une couche de moi avoir à penser à du développement responsable. Bien, première des choses, je suis peut-être même pas conscient de qu'il faudrait que je le fasse, mais en même temps, c'est intéressant, mais qu'est-ce que je fais pour avoir ça en tête et être capable de peut-être le mettre en place? Fait que, j'imagine que ça aussi, ça fait partie de tes intérêts de travailler là. En fait, ça fait partie des intérêts scientifiques de la recherche, mais ça fait encore plus partie des intérêts sociaux de la recherche. Parce qu'effectivement, si le fait que je sois assise ici à l'Institut quantique est déjà un élément déterminant. Si je faisais ma recherche sur les impacts de la technologie quantique à partir de mon bureau en bas de la colline, les chances que ça s'arrime véritablement avec ceux qui font de la recherche et du développement sont quand même assez faibles. C'est-à-dire que je pourrais de loin porter un regard moral sur le développement technologique. Puis personne ici m'écouterait ou m'entendrait. L'idée, c'est justement de faire cette recherche-là avec ceux qui font la recherche et qui font les innovations. De façon à ce qu'on trouve une porte, les portes. Je commence à être contaminée. Hein? Logique quantique. Oui, c'est ça. On prend la porte. Mais l'idée, c'est de trouver l'espace où on peut intégrer des petites pratiques facile à intégrer. Il ne s'agit pas de demander à tous les étudiants en sciences quantiques d'aller faire un bac en philo ou en éthique avant de revenir faire leur doc. On n'est pas dans ces eaux-là, mais on est en travaillant avec des entrepreneurs, avec des chercheurs. Qu'est-ce qui manque? De quoi on aurait véritablement besoin pour que ce soit facile à intégrer? C'est vraiment ça l'objectif. Excellent. Bien, écoute, tu viens d'ouvrir la porte. Donc, du côté des entreprises, donc chez Nord Quantique, vous voulez développer cet ordinateur quantique qu'on dit tolérant aux fautes, donc qui va, je vais dire, réellement fonctionner. Aujourd'hui, on a des prototypes qu'on est capable d'avoir du plaisir à essayer de voir ce qu'on est capable d'en sortir, mais Nord Quantique, vous voulez amener l'ordinateur quantique vraiment une grosse coche plus loin, donc avec quelque chose d'utile. Mais comment est-ce que vous faites pour avoir en tête tout ce qu'Isabelle vient de nommer du côté de l'entreprise? C'est une très bonne question. Donc, je pense que le mot-clé, c'est le co-développement responsable. Donc, c'est justement en commençant dès maintenant à parler avec des experts, des experts dans ce domaine-là, en alliant les besoins de l'industrie, les besoins des sciences sociales et des scientifiques ensemble, je pense qu'on peut y arriver. Puis une chose qui est importante de comprendre aussi, l'ordinateur quantique utile peut faire peur à beaucoup de personnes, puis c'est normal parce que ça peut, par exemple, décrypter des nouveaux cartes bancaires, puis là, c'est le côté sombre de l'ordinateur quantique. Mais il ne faut pas oublier que vis-à-vis de ça, il y a beaucoup d'applications qui vont être
qui vont apporter beaucoup de bénéfices à la société. Hein, on parle de développement de nouveaux médicaments, des développements de nouveaux matériaux, etc., etc. Donc, nous, ce qui nous allume, c'est ce bout-là. C'est pas le côté sombre. On veut prendre cette responsabilité sociale-là de développer quelque chose qui va mieux outiller l'humanité. Okay. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on veut développer l'ordinateur quantique. Puis on croit que c'est la génération actuelle, c'est notre responsabilité de développer un ordinateur quantique pour pouvoir aider à régler les grands défis de l'humanité. Donc, au quotidien ou concrètement, dans le fond, comment est-ce que ça se traduit de dire, OK, on est chez Nord Quantique, donc on a cette techno-là qu'on essaie de développer. Comment vous prenez vos décisions ou est-ce qu'on a justement des exemples d'orientation qui font en sorte que vous allez vers le développement responsable? Bien justement, donc récemment, on a refait l'exercice de la vision, mission et les valeurs de la compagnie, puis on s'est vraiment attardé à ces questions-là. Puis, comme par exemple, notre mission, c'est faire compter l'ordinateur quantique. Okay? Donc, quand on dit ça, ce qu'on veut dire, c'est mieux outiller l'humanité. Donc, ça fait partie aussi de nos valeurs de Nord Quantique, de travailler pour un développement responsable de cette technologie-là. Mais, encore une fois, Nord Quantique, 90% des employés, c'est des physiciens et physiciennes, des ingénieurs, puis eux, ce qui les passionne, c'est de développer la technologie. Puis souvent, c'est souvent pas pour l'impact, mais c'est juste pour le plaisir de faire cette science-là qui est vraiment fascinante. Il ne faut pas oublier ça aussi. Donc il y a un danger de vouloir aussi, comme tu disais, être trop idéologue, puis on passe à côté des intérêts des personnes qui sont sur le terrain. Donc, c'est avec des petits pas et en temps stratégique qu'on va y arriver. Est-ce que je peux me permettre, parce que ça, voici un bel exemple concret. Puis là, c'est très drôle parce que quand je dis ça, des fois, des ingénieurs, ils ne voient pas l'aspect concret, d'accord? Mais restez avec moi, là. L'aspect concret de ce à quoi ça sert, ce travail de sensibilisation puis de co-réflexion, il y a plusieurs années, quand je parlais avec des chercheurs en sciences quantiques, ils me disaient, mais il n'y en a pas d'impact, ça ne sert à rien pour l'instant, on ne le sait pas, on verra. Michel dit, il faut que tout de suite qu'on commence à réfléchir puis à essayer d'entrevoir des impacts. Ça, là, ce chemin-là, c'est majeur. Maintenant, on veut effectivement pas que les contraintes ou que la réflexion vienne enlever tout le plaisir de la création, loin de là. Mais l'idée, c'est d'associer au plaisir de la création et de l'innovation une petite réflexion sociétale qui est passionnante aussi, évidemment. Mais dans le fond, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes, en fait, dans ce que vous dites, mais il y a un élément que je note, on va dire ça comme ça. Tu sais, dans le fond, dans le développement des technologies quantiques, quand on regarde du côté universitaire, donc dans la recherche universitaire, bien, le mot recherche le dit, on n'a pas encore les solutions, puis on ne comprend pas encore comment ça fonctionne. Quand on comprend comment ça fonctionne, on envoie ça du côté des ingénieurs, on envoie ça du côté commercial, et puis bien, ça aura une valeur industrielle, puis bon, il y aura une commercialisation d'une technologie, mais ben, en fait, c'est plus dans la science fondamentale que ça se passe. Donc, dans la science fondamentale, en fait, je vais dire, ça ne marche jamais, mais par définition, parce qu'à partir du moment où ça marche, c'est plus entre nos mains. Donc, est-ce que c'est plus facile de travailler avec des entreprises qui ont peut-être une conscience de la valeur, ou est-ce que là, l'aspect monétaire, économique, mercantile prend le dessus? Ou est-ce que c'est de travailler avec des universitaires? La réponse peut être difficile avec les deux, là. En fait, c'est que c'est pas du tout le même enjeu. C'est-à-dire que dans le cadre du projet de recherche, duquel on n'a pas encore parlé, mais qu'on va finir par parler, mais de façon globale, dans ma recherche, allons-y comme ça, je travaille directement avec des gens de la recherche et des gens de l'entreprise. Mais quand je parle, par exemple, avec un étudiant au doctorat ou une étudiante au doctorat, puis que je leur dis et vous, dans votre formation et vos recherches, les impacts, c'est où? Bien, généralement, dans tout leur parcours académique, ils n'ont jamais commencé à réfléchir à ça. Fait que c'est sûr que le premier moment où je pose cette question-là, ils disent nulle part, puis je vois pas pourquoi je m'en préoccuperais. C'est sûr que quand on se retrouve avec des entrepreneurs, là, on est bien plus proche. On est plus proche d'une commercialisation éventuelle, mais là, il y a d'autres enjeux qui sont... comment ça va me bloquer, ce que tu es en train de me dire? Dans quelle mesure tu vas me mettre des bâtons dans les roues? Dans quelle mesure ça va me coûter cher? Dans quelle mesure ça va me retarder? Les enjeux sont pas du tout aux mêmes, mais je pense pas qu'il y a une conversation qui est plus facile que l'autre, parce que dans les deux cas,
ça exige de la personne, et ça, c'est pas banal, de se dire, OK, et si je changeais un petit peu mes façons de faire? Puis ça, les êtres humains, on est tous comme ça, c'est pas super le fun. Surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui dit qu'on devrait changer un petit peu nos façons de faire. Fait qu'elle est pas plus simple. C'est sûr que si tu me poses la question à moi, avec qui la conversation est plus simple, il y a certains projets de recherche de vos étudiants au doctorat qui sont plus difficiles à saisir pour la politologue que je suis. Ça, il n'y a pas de doute. Mais en termes d'impact sur la personne, l'enjeu est juste pas à la même place. C'est bon. Justement, je disais qu'on était dans une rencontre ensemble. Tu as eu la chance de rencontrer des étudiantes, des étudiants dans les derniers jours. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de ces discussions-là que tu as eues? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué là, très récemment, là, dans justement les impacts que ça peut avoir sur leur recherche, ces questionnements-là? En fait, j'ai été épatée. D'abord, la première chose, puis là, c'est tout à l'honneur de l'Institut quantique. Là, c'est la pause où je vous vante. Alors, c'est à ce moment-ci qu'il faut enregistrer. Moi, ce qui m'épate, c'est à quel point cette ouverture-là est présente puis est généralisée auprès des personnes qui œuvrent au sein de l'Institut quantique. Ça a l'air beau comme ça que je sois assis ici, là, mais pour vrai de vrai, dans le monde universitaire, c'est une révolution, là, le fait que je sois assise ici à parler comme ça. Et je le voyais dans les derniers jours avec les étudiants qui, de prime abord, m'abordaient en disant « Prof en lettres et sciences humaines, c'est quoi le lien avec l'Institut quantique? » Mais c'était une curiosité, ils voulaient vraiment savoir. Et ça, je pense que c'est propre à l'IQ et ça m'impressionne énormément. Pour avoir travaillé avec d'autres instituts de recherche, plutôt du côté sciences, génie, voire même santé parfois, cette ouverture-là, elle n'est pas là partout. Donc, ils n'ont pas plus peur de tes recherches que toi, tu as peur de leurs recherches. Bien, c'est vrai que j'ai pas vu aucune crainte dans leurs yeux. Maintenant, peut-être qu'ils étaient juste bons pour le cacher et bonnes pour le cacher. Mais non, ils semblaient pas très effrayés. Ils n'avaient pas peur que je les contamine. Je pense que ça allait assez bien. Là. Bien, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Bien, arrivons-en à ce nouveau projet, en fait, qui est en train d'être mis en place depuis l'automne dernier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que c'est le projet? Donc, on parle de développement responsable des technologies quantiques. Certainement. J'espère que vous avez plusieurs heures devant vous. Essentiellement, ce que le projet de recherche, puis il y a une douzaine de co-chercheurs qui travaillent avec moi de plusieurs disciplines différentes des sciences humaines et sociales. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des dialogues où on convie des acteurs qui seraient éventuellement concernés par une intégration technologique en société, de venir s'asseoir avec nous et de réfléchir à des scénarios possibles d'intégration. Et là, quand je parle de scénarios possibles, je veux juste marquer la différence avec les œuvres de science-fiction, d'accord? On ne rêve pas d'un autre univers. On se questionne sur le nôtre, puis on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait possiblement se produire si on intégrait des ordinateurs quantiques à l'échelle de la société, pas individuellement chacun, là, mais à l'échelle de la société. On le fait à 3 niveaux, ce dialogue-là. D'abord, au niveau de la zone d'innovation. Tout le monde est au courant qu'il y a une zone d'innovation quantique à Sherbrooke. Tu peux nous rappeler en 1 minute ce que c'est? En fait, la zone d'innovation quantique, c'est une initiative gouvernementale qui avait comme objectif de concentrer et de favoriser un développement technologique. Et dans le cas de Sherbrooke, ce qui a été choisi, c'est l'angle technologie quantique. Qu'est-ce que ça fait, une zone? Bien, ça met ensemble des chercheurs. En tout cas, ça rapproche, autant que faire se peut, des chercheurs et des entreprises pour essayer d'accélérer un développement technologique. Mais selon les objectifs gouvernementaux, évidemment, un développement technologique qui conduira à une commercialisation. L'idée étant de produire de la richesse. Là. Ça vient du ministère de l'Économie et de l'Innovation, là, d'accord? Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Donc, autour de cette zone d'innovation-là, il y a aussi des acteurs qui éventuellement seront impactés par s'il devait y avoir... Ils sont déjà impactés par la création de la zone d'innovation, il n'y a pas de doute, mais s'il devait y avoir une intégration technologique. Donc, à l'échelle de la zone, on a plusieurs acteurs. Puis moi, quand je parle d'acteurs, là, je parle des gens qui représentent la ville de Sherbrooke, je parle des gens qui représentent des entreprises, la chambre de commerce, les groupes environnementaux, les groupes culturels. Donc, vraiment, là, pour essayer d'avoir une plus large représentativité sociétale autour de la table, et ces gens-là s'assoient ensemble,
pendant quelques heures de façon régulière pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut anticiper et de quoi on aurait besoin pour maximiser les effets bénéfiques et minimiser les effets pervers. On va reproduire ça. Je dis on va parce que là, on n'a pas commencé encore. La première rencontre va avoir lieu le 25 juin. On va refaire cet exercice-là à l'échelle nationale, donc pan-canadien. On va inviter des chercheurs, des entrepreneurs, des gouvernements, des groupes de la société civile qui œuvrent à l'échelle canadienne pour essayer d'avoir cette même réflexion-là. On va un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement se préoccuper de la zone et de Sherbrooke, on va essayer de regarder à l'échelle du Canada. Et entre les deux, j'en parlais un petit peu, je faisais référence tout à l'heure, entre les deux dialogues, moi, ce que je fais, c'est que je m'assois de façon régulière avec des chercheurs et des entrepreneurs. Je leur rapporte les conversations de ce qui a été dit, puis je dis « Et donc, toi, Michel, Nord Quantique à la semaine, comment ça résonne, ça? » Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour essayer de voir comment ça s'arrime à une réalité de développement réel. Excellent. Donc, Michel, est-ce que tu es sur le comité local à ce moment-là du projet de développement éthique? Oui, absolument. Je fais partie de l'équipe de travail. Excellent. Est-ce que tu peux nous raconter, donc il y a déjà eu pour ce comité-là des rencontres? Oui. Comment est-ce que ça s'est vécu de ton côté? Bien là, premièrement, avec beaucoup de peur, parce que la dernière rencontre, il y a eu le feu sur la rue Wellington. Oui, on va se le dire. C'était pas prévu dans le scénario, mais oui, c'est malheureusement. C'était pas arrangé avec le gars, là? Non, c'est... Mais donc, c'est ça, on a eu 3 rencontres déjà. Ça va rondement. La première, c'était apprendre à se connaître. Il y avait eu beaucoup d'acteurs avec... il y a eu une barrière de langage aussi qu'on a réalisée. Mm-hmm. Ça, c'est un des enjeux, je trouve. Le quantique, c'est déjà assez compliqué, puis en plus, il faut l'expliquer. Donc, le langage, pour le démystifier. C'est entre quantique et langage courant, si on veut. Ben oui, exactement. Donc, ça, on l'a vu à la première rencontre. Ça va être un élément très important, je pense. Comment bien expliquer le quantique à la population, aux acteurs, aux stakeholders. La deuxième rencontre, j'étais malheureusement pas là. Mais la troisième, on s'était dit, OK, supposons qu'il y a un ordinateur quantique, ben, c'est quoi l'impact sur nos données? Et là, c'était intéressant d'entendre des gens de IBM, des banques, des organismes à but non lucratif pour aider les femmes. Puis on discutait de cet enjeu-là. Malheureusement, on n'a pas pu se rendre au bout de la discussion. On n'a pas fini, c'est ça. Il y a eu un petit alarme, mais on va reprendre ça. Là. Mais ce qui est intéressant dans la formule, c'est le dialogue, dans le sens qu'on fait des scénarios. Ça nous permet de dire, OK. Puis là aussi, la discussion, c'était pas sur... C'est quoi la solution technologique au problème? C'est quoi la solution sociétale au problème? Si je peux m'exprimer ici. Exact. Puis comment on se prépare à cet événement-là. Donc, ça amène des discussions assez riches et très diversifiées. Isabelle, toi, comment tu as vécu ces premières rencontres? Bien, je reviens sur la notion de langue commune ou d'absence de langue commune. Ça, c'est le premier défi et il est particulièrement intense dans le cas du quantique. Il y a autour des sciences quantiques et donc évidemment des techno-quantiques éventuellement une espèce d'aura de... J'aime pas ça dire ce mot-là, mais là, on est entre nous, là. Il y a comme un aura de magie. Et donc, jamais personne ne va jamais comprendre, puis c'est comme hors de notre contrôle. Et donc, pour les gens qui sont complètement extérieurs à ça, il y a quelque chose de très, très loin, puis c'est pas simple de les amener dans la conversation. Donc, la notion de se comprendre, juste savoir de quoi on parle, c'est loin d'être banal, puis on peut pas demander à tout le monde dans la société d'aller faire un bac en sciences quantiques pour après ça venir utiliser leur techno. C'est pas possible. Ça, c'est la première des choses. C'est qu'il faut faire un bac en philo ou en politique avant de faire un bac en sciences quantiques. Oui, puis là, on va me faire dire que je veux trop engranger de frais de scolarité. Donc, c'est pas ça l'idée, d'accord? C'est pas ça l'idée. Et ça, c'est le premier élément. Puis l'autre élément qui est marquant, en tout cas, puis là, on est au début, là, mais il n'y a pas d'intervention complètement dans le champ gauche. Même si les gens sont complètement à l'extérieur, il y a toujours... Bon, ça part des préoccupations des gens, mais même, à un moment donné, là, dans la dernière rencontre, il y a eu une petite tendance qui a été prise, puis moi-même, là, je suis assise, puis je prends des notes, puis là, je me disais, oh, faut pas aller là parce que ça va aboutir à rien, puis que ça va décourager les gens, puis que ça... Et donc, c'est quelqu'un de la société civile qui a posé une question.
Puis là, il y a eu comme un moment de turbulence en disant, ben là, ça n'a pas de lien, ça n'a pas de rapport ici. Et c'est quelqu'un de l'entreprise, d'une entreprise quantique qui a repris en disant, non, c'est une bonne question, attendez, imaginons qu'on est vraiment... Donc, il y a pas... Ces gens-là réussissent à se compléter dans leur réflexion. La compréhension n'est pas encore, tu sais, hein? Mais elle est là. Et donc, je suis très, très heureuse de voir comment la conversation est réelle et pertinente. Puis, est-ce que vous avez, peut-être en première rencontre, ou en tout cas travaillé en amont sur démêler justement c'est quoi le terrain de jeu versus l'IA, versus, je veux dire, la science-fiction ou tout ce qui peut être ésotérique en termes de pensée qui pourrait venir avec le quantique, ou qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'est pas le quantique? Est-ce qu'il y a eu un travail en amont pour être capable d'arriver justement à mettre en place la bonne table qui fait en sorte que, ben oui, là, il y a une discussion qui est pertinente, qui peut se dérouler? Oui, mais le défi qui vient avec ça, c'est de dire à quel moment vous allez vous sentir prêt pour qu'on puisse se mettre à jaser de techno-quantique qui n'existe pas, je vous le rappelle. Là. On continue quand même de discuter sur les futurs technos. Donc, à quel moment vous allez vous sentir prêt? Puis là, ben, il y a des gens qui nous répondent, ben jamais. Parce que ça me prendra effectivement un doctorat. Puis là, ben, on est obligé de leur dire, oui, mais là, OK, go, là. À partir de ce qu'on sait, là, on avance. Puis il y a ceux qui connaissent beaucoup plus, puis qui disent, non, mais attendez, là, il faut qu'ils sachent ça, puis là, il faut qu'ils aient compris ça, puis là, Donc, oui, on l'a fait, mais c'est un équilibre qu'on va constamment revoir, parce que dépendamment de ce qu'on va aborder, ben il va falloir refaire une petite mise à jour ou intégrer d'autres informations. Mais ce n'est pas une conversation d'experts, c'est une conversation de personnes concernées. Et c'est pour ça qu'on disait, on ne cherche pas des solutions techniques, là. Les solutions techniques, il y en a qui les trouveront éventuellement. Mais, par exemple, exemple concret, sur les questions de sécurité, il y a des entrepreneurs qui nous disaient, non, mais pour sécuriser les données, on l'a, la techno, là. Elle existe, ou en tout cas, elle est vraiment proche. Donc, il est où le problème? Bien, personne ne veut vraiment l'intégrer. Ah, tiens, là, on a un problème social. Comment on fait pour que les gens l'intègrent? Puis là, quelqu'un qui dit, bien, parce que laquelle on choisit? C'est une bonne question, ça, laquelle on choisit. Puis c'est qui établit le standard de sécurité? C'est l'entreprise, c'est le gouvernement, mais le gouvernement, il connaît quoi dans ça pour l'instant? Donc, là, on est dans une conversation sociale auquel, évidemment, va se joindre le technique. Il n'y a pas de doute, mais c'est pas du technique dont on parle. Puis, c'est quoi ton objectif, ou en fait vos objectifs, mais bon, c'est toi qui mène là, ce projet-là. C'est quoi vos objectifs avec le comité local versus avec le comité national? Donc, comment est-ce que tu vois la différence entre les deux sur ce qui peut en sortir? Puis, qu'est-ce que tu aimerais qu'il en sorte sans, évidemment, être en train de divulguer ce qui vont être les résultats, mais ton objectif là-dedans? En fait, on a 3 objectifs. Mettons que je mets de côté tous les objectifs scientifiques de type que nos étudiants diplôment puis qu'on publie des articles. Là. Mettons qu'on met ça de côté. Il y a 3 objectifs qui sont à impact plus social, je dirais. D'abord, on veut que les conversations se traduisent en conseil scientifique auprès des gouvernements. Et là, le dialogue national va être vraiment très, très, très important parce que c'est au niveau national, mais aussi au niveau international, parce que ça se passe pas juste au Canada, cette histoire-là. Donc, ça, c'est le premier élément. Et là, je te dirais que les 2 niveaux de dialogue vont se compléter en termes d'apport. Donc, conseil scientifique au gouvernement d'abord. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est produire des outils d'accompagnement. Pour l'instant, c'est comme ça que j'appelle ça parce que j'ai pas de mots plus clairs. Des outils d'accompagnement pour les chercheurs et pour les entrepreneurs qui vont vouloir intégrer l'aspect responsable. Puis là, ben, des outils d'accompagnement, ça peut être une grille d'évaluation, ça peut être une petite formation, ça peut être, tu sais, ça peut prendre des formes diverses, mais c'est ça. L'idée étant donc qu'on ait une solution pour accompagner ceux qui sont de bonne foi et qui veulent travailler comme ça. Là, le comité national, mais surtout le lien entre les deux comités et nos chercheurs et entrepreneurs vont faire toute la différence. Donc, 3 clientèles cibles, politique, ouais. Entreprise, universitaire. Yes. Ça reste quand même ambitieux parce que c'est pas des clientèles qui sont si proches que ça les unes des autres et qui n'ont pas les mêmes réalités les unes des autres. Oui, puis on va se le dire, là, c'est pas les plus faciles à faire bouger non plus. Là. Je te posais pas la question de savoir qui est le plus facile à faire bouger. OK, d'accord. mais non, effectivement, donc le même outil ne servira pas aux 3. Il va falloir adapter aux 3. Mais je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on est capable de l'aborder.
Là, le projet est sur 3 ans, est financé sur 3 ans. On n'aura pas fini dans 3 ans. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu es déjà en train de nous annoncer des retards dans la livraison, là. Non, je suis en train d'annoncer on va faire ça de façon incrémentale. On va y aller petit pas par petit pas, parce que l'idée aussi, c'est qu'on teste ces outils-là dans des vraies entreprises, puis auprès de vrais chercheurs, puis dans la formation des chercheurs. Fait qu'il y aura quelque chose d'itératif dans ça, il n'y a pas de doute, là. Puis, donc, dans le projet, il y a aussi un bout qui se fait en partenariat avec IBM, donc qui est une grande multinationale. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ben oui, certainement. IBM ont, au sein de leur entreprise, ont tout un secteur de l'intégration des pratiques responsables. Et donc, ils ont embauché des gens diplômés en sciences humaines et sociales. Mais il y a là, c'est-à-dire que ces gens-là qui font ça, nous, on travaille avec leur lead, Mira, bref, appelons-la Mira. Ils travaillent, bien sûr, à l'intérieur d'une entreprise, mais ils n'ont pas plus d'outils que nous. Ils ont des besoins ciblés sur l'entreprise, mais ils ont aussi surtout ce besoin d'être documentés, d'avoir accès à des outils qui seraient peut-être plus adaptés. Et donc, IBM accepte d'être un des milieux tests de ce qu'on pourrait intégrer comme outil d'accompagnement, là, effectivement. Puis là, ça, est-ce que ça pose un défi? Parce que, bon, IBM, c'est une grande multinationale qui a évidemment beaucoup d'éléments qui sont confidentiels. Quand il y a de la recherche qui se fait, évidemment, bon, une fois que ça sera breveté, commercialisé, on en connaîtra la nature, mais autrement, il y a beaucoup de secrets industriels. Comment ça pose un défi par rapport au projet pour une entreprise comme Nord Quantique, par exemple? Ben nous, on ne l'a pas vu comme ça. Là. On ne voyait pas de défi parce que justement, la discussion n'est pas sur la technologie en tant que telle, mais sur les impacts. Donc, on ne voit pas ça comme un défi. Puis justement, l'idée d'avoir un guide, un outil après pour outiller nos employés, nous, on voit ça comme une valeur ajoutée. Mm-hmm. Puis on co-développe cet outil-là. Donc, oui, parce que ça sera disponible chez vous aussi. Ça va sortir du projet. Oui, ça nous intéresse beaucoup. Là. Aussi, je pense que ce qui est important, c'est important de démystifier l'ordinateur quantique. Il y a beaucoup de choses qui se disent à propos de l'ordinateur quantique. Il y en a que ça tombe dans la science-fiction, d'autres. Donc, c'est aussi de garder ça très, très terre à terre. C'est pour quand l'ordinateur quantique, qu'est-ce que ça peut vraiment faire, qu'est-ce que ça ne peut pas faire. Donc, nous, on apporte cette expertise-là aussi au sein de l'équipe. Extrêmement intéressant. En tout cas, on a bien hâte de voir la suite de ce côté-là. Maintenant, est-ce qu'il y a des opportunités que le projet pourrait amener? Puis est-ce que vous avez déjà identifié des pistes parce que là, tu nous disais, bon, OK, oui, peut-être continuer ce dialogue-là dans 3 ans, mais au niveau des opportunités, soit de développement, où on parle de la zone, c'est beaucoup dans le cadre de la zone d'innovation que ça a été mis en place. Donc, est-ce qu'il y a des objectifs de ce côté-là, soit qui ont déjà été identifiés ou des opportunités qui ont déjà été identifiées? Bien, en fait, c'est sûr que là, présentement, on travaille, puis là, c'est vraiment la perspective sciences humaines et sociales. Là, on travaille avec un écosystème où la techno n'est pas encore développée. En tout cas, les technos qu'on regarde venir ne sont pas encore développés. On veut construire des outils autour de ça. On veut se développer une façon de travailler en collaboration avec plusieurs acteurs. Éventuellement, ce qui serait le fun, c'est de transposer cette démarche-là à d'autres développements technologiques. Et là, je sors de l'Institut quantique, bien entendu, mais j'imagine, enfin, je prends une chance, là, je m'avance, là, mais j'imagine que les prochaines technos quantiques ne seront pas les dernières technos que les êtres humains vont inventer. Donc, l'idée, c'est de voir comment tout ça se transpose ou pas, ou alors dans quelle partie ça se transpose ou pas. Mais on travaille aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui pourraient être plus génériques, plus méthodologiques, et donc qui pourraient ensuite être réutilisées dans d'autres contextes. Et parlant de réutiliser dans d'autres contextes, est-ce qu'à l'inverse, vous vous inspirez évidemment de l'IA, qui est actuellement très, très, très d'actualité en termes de se poser des questions, peut-être un peu tard dans l'historique du développement, mais en même temps, on le voit, là, il y a des questions qui se posent, il y a des articles, si ce n'est pas toutes les semaines, c'est quasiment quotidien. Donc, est-ce qu'il y a des éléments que vous avez identifiés du côté des développements responsables, ou en tout cas des questionnements sur les développements responsables de l'IA qui sont utilisés actuellement dans votre projet? En fait, la plus grande utilité de ce qui se passe du côté de l'IA, honnêtement, c'est d'avoir l'écoute de tout le monde. Parce que tout le monde se dit « Oups, il faudrait peut-être pas refaire la même chose ». Donc, honnêtement, la sensibilisation, par exemple, auprès des autorités politiques,
Mettons qu'il n'y avait pas eu les derniers mois en IA puis la sensibilisation médiatique, je ne sais pas si on aurait eu autant d'écoute du côté des autorités politiques. Fait qu'ils nous servent d'une façon un peu triste, là, mais ce contexte-là nous sert certainement. Mais plus précisément que ça, quand je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'est que nous, on va aller jusqu'aux outils pour les chercheurs et les entrepreneurs. Bien, ça découle d'une rencontre qu'on a eue avec quelqu'un de Mila qui a travaillé sur la Déclaration de Montréal, qui nous disait « Tout le monde apprécie le travail qui a été fait sur les principes et les valeurs. » Puis les grandes valeurs, là, qu'on soit quantique ou intelligence artificielle, tout le monde, l'équité, être environnementalement responsable, bon, etc. Toutes ces grandes valeurs-là s'appliquent. Mais ce qu'elle nous disait du côté de Mila, c'est les entrepreneurs, par exemple, nous disent « OK, mais comment je fais ça, moi? » J'applique ça, ouais. Comment je fais ça pour avoir un développement qui s'assure que ce qu'on va intégrer dans la société, ça va faciliter l'équité sociale, tu sais. Et donc, c'est là que... Donc, oui, on s'inspire d'eux. Puis je vous dirais qu'on n'est pas les premiers à se dire qu'il serait bien qu'on se parle de développement technologique. Là. Ça fait des décennies qu'on fait ça. Mais il y a eu des fois où on l'a moins bien fait. On étant l'espèce humaine, là, d'accord? Mais on essaie de ne pas aller là, de s'inspirer de ça pour faire mieux. Mais en même temps, dans cette même lignée-là, nommons-le comme ça, ChatGPT est arrivé il y a quoi, presque 1 an et demi maintenant. Ça a surpris tout le monde, on va dire ça comme ça. Pourtant, il y a des gens qui en parlaient depuis plusieurs mois, plusieurs années, sans que ce soit cette entreprise-là et ses résultats, mais de ce type d'impact-là, de l'impact de l'intelligence artificielle sur la société. Tout le monde a été réveillé il y a 1 an et demi avec, OK, du jour au lendemain, on a cet outil-là qui arrive. On sait que ça va même continuer d'avancer. Il y aura des nouvelles versions. Il y aura des compétiteurs qui vont venir dans l'IA générative. Est-ce qu'il faut réveiller, je veux dire, la conscience sociale sans effrayer aujourd'hui par rapport aux technologies quantiques? Ou comment est-ce que tu vois ça, Isabelle? Mais même chose, Michel, si tu as une idée aussi, je suis curieux de t'entendre avec le point de vue entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a pas de mode d'emploi, peut-être? Je ne sais pas, je t'écoute. Est-ce que tu veux y aller avant? Ah, je peux commencer. Donc, nous, j'ai dit au début qu'on ne veut pas développer l'ordinateur. On ne veut pas développer l'ordinateur quantique tout seul. On se concentre sur le matériel, mais on veut faire ça en partenariat. Donc, nous, notre approche, c'est de choisir des partenaires stratégiques pour développer des solutions qui vont avoir un impact positif pour la société. Donc, on fait très attention. On n'a pas beaucoup de bandes passantes aussi, donc on fait attention dans nos choix de partenaires. Donc, ça, c'est une approche très pragmatique qui pense qu'il va avoir un effet positif. Donc, nous, c'est comme ça qu'on l'aborde. Ouais. Puis, ce que j'aime du projet Stimule, c'est justement, c'est très pragmatique. Donc, on n'est pas dans l'idéologie, on est vraiment sur le plancher des vaches. Comme tu l'as dit tantôt, j'étais un entrepreneur, comment je peux implémenter ça? En IA, c'est ça, il y avait un beau livre en haut, mais il manquait l'applicatif terrain. Ah, puis il fallait commencer par le livre. C'est ça, exactement. Il faut clairement commencer par le livre, mais il ne fallait pas s'arrêter là. Mais tu sais, ton exemple de ChatGPT, il est vraiment bon parce qu'en fait, qu'est-ce qui a fait que c'est maintenant? C'est la puissance de calcul qui est apparue récemment. Donc, je pense qu'évidemment, il y a eu de l'évolution dans les algorithmes, mais tout ça a déboulé, mais c'est vraiment le matériel, la maturité du matériel. L'ordinateur quantique aussi, c'est un peu comme ça. On sait ce que ça va faire. On a une bonne idée. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas ce que ça va faire aussi, mais on sait aussi que le matériel, il s'en vient bientôt. Donc, c'est pas quand le matériel va être en place qu'il va falloir se poser ces questions-là, c'est dès maintenant. Ouais. Mais c'est clairement le grand défi. Puis ça, on nage un peu... on est un peu dans le noir. C'est-à-dire qu'en sciences humaines et sociales, ça fait des décennies qu'on dit ça. Là, il faut anticiper, il faut le faire avant, il faut le prévoir avant. Mais c'est pas comme ça d'habitude qu'on fait les choses. D'habitude, il se passe quelque chose et on réagit à ça. Et là, l'idée, c'est à quel moment on sensibilise pour que ce soit le bon moment et que ça porte ses fruits, c'est pas si simple. Quand on parle de sécurité, par exemple, là, on leur dit, par exemple, on s'adresse au gouvernement, puis on dit, donc, dans 15 ans, là, peut-être, il y aura des ordinateurs qui pourront briser toutes vos protections. Honnêtement, le gouvernement, il va nous répondre probablement, revenez me voir 1 semaine avant, on mettra en place des mesures. T'sais. Donc, mais en même temps, on ne peut pas faire ça parce que, oui, mais comment je fais pour l'amener, lui, à réfléchir à? Donc, tout le monde a son caseload, bien plein de choses. À quel moment on intègre qui?
Et là, actuellement, ce qui est propre au développement quantique et ce qui est un peu problématique pour avoir cette conversation-là, c'est qu'on est clairement embarqué dans ce que d'autres ont appelé l'économie de la promesse. Donc là, on investit. Nos États, plusieurs États sont en mode investissement de fou pour la plupart des politiques publiques, les politiques stratégiques nationales en matière de quantique utilisent pour gagner la course. L'idée, c'est de gagner la course. Mais ça crée des attentes épouvantables, là. Et donc, la recherche et l'innovation doivent maintenir ces attentes-là parce que c'est ça qui fait qu'il y a de l'argent qui rentre puis qu'ils peuvent continuer de développer, mais en même temps, il ne faut pas aller au-delà des attentes parce que sinon, on va décevoir tout le monde puis là, il pourrait y avoir socialement un backlash encore pire. Donc, actuellement, ce qui est difficile autour de cette conversation-là, c'est comment on situe l'alerte et la confiance, là. Et on est loin d'avoir trouvé cet équilibre-là d'un point de vue social, là. Et les États sont pas là. Puis, est-ce que cette question-là, je vais dire, de communication fait partie du projet de développement éthique? Bien, c'est sûr que ça fait partie parce que la façon dont on va dire et présenter les choses et réussir à se comprendre et à anticiper va être déterminant sur les solutions qu'on va proposer, sur les besoins qu'on va soulever. Donc, c'est sûr que ça fait partie. Je pense pas qu'on a encore trouvé exactement le bon type de communication. On travaille. Vous auriez dû voir le visage de certains des participants quand il y a un entrepreneur qui, je pense que c'est lors de la première rencontre, dit non, mais il n'y a pas de marché présentement pour le quantique. Puis là, tu as les gens qui ne sont pas du domaine quantique qui disent non, mais attendez, c'est des milliards à l'échelle internationale, puis vous nous dites qu'il n'y a pas de marché. Mais non, il n'y a pas de marché. Puis là, évidemment, il y en a qui disent attendez, il n'y a pas de marché. Là. Mais ce type de communication, là, quand je suis la chambre de commerce de Sherbrooke, là, moi, un marché, c'est très clair dans ma tête ce que c'est. Si je transpose ça pile poil sur le quantique, je comprends pas de quoi on me parle. Là, qu'on me dit qu'il y a des milliards comme ça et qu'il n'y a pas de marché. Donc, c'est un équilibre délicat. Délicat. Et puis, je vais reprendre une expression que tu as utilisée un peu plus tôt dans la conversation. Tu nous as parlé d'impact positif. Ouais. Donc, comment est-ce qu'à partir de tout ce que vous venez de nous dire, par le projet, mais plus largement, évidemment, donc dans la discussion, dans le dialogue social qui est en train d'être entamé, on peut travailler sur avoir des impacts positifs. Qu'est-ce que vous voyez que ça peut être, ces impacts-là? Bien, d'abord, il faut définir ce qu'est les impacts positifs parce qu'évidemment, tous les acteurs n'ont pas exactement la même lecture de ce qu'est un impact positif. Faire beaucoup d'argent, c'est un impact positif. S'assurer qu'il y ait une forme d'égalité qui se développe entre l'ensemble des entreprises dans un écosystème économique, c'est aussi un effet positif. Mais ça ne demande pas du tout la même solution. Donc, ce qu'on essaie de voir avec c'est pour ça qu'on le fait au niveau local et national, parce qu'on est sur deux terrains de jeu différents. On essaie de voir comment ces groupes-là sont capables de prioriser des enjeux et de se donner une définition qui ne sera pas exactement la même de ce qui est positif, mais de comment on peut contribuer au maximum à rendre les retombées positives. Après ça, il y en a qui vont continuer de faire de l'argent, puis on leur souhaite. Puis il y en a qui vont continuer de travailler pour assurer une forme d'égalité, mais dépendamment, ce ne sera pas la même solution. Donc peut-être que dans un cas, on va sensibiliser nos États et nos autorités politiques pour qu'ils mettent en place carrément des politiques ou des projets de loi qui vont venir réglementer l'industrie, alors que dans l'autre, on va développer des programmes, toujours au niveau étatique, on va financer des programmes de développement et de soutien à l'entreprise, par exemple. C'est pas les mêmes solutions, mais si on s'entend que dans ces deux cas-là, on est dans des retombées positives, bien, on peut travailler sur des mesures d'accompagnement de ça. Puis là, ça va être mon background de scientifique qui va poser la question. Comment est-ce qu'on mesure les impacts de tout ça? Peut-être que ce n'est pas une question qui se pose, mais est-ce que je peux? C'est vraiment la question la plus fascinante sur laquelle les gens en sciences humaines et sociales, on s'obstine sans arrêt. Parce que pour certains dans certains courants en sciences humaines et sociales, tout est une question de chiffres.
Donc, on calcule le nombre d'individus, le nombre de dollars, qui est une façon de voir l'impact, parce que c'est voilà. Alors que dans d'autres cas, on va dire, ouais, mais si on ne prend que ça, puis qu'on met de côté tout l'aspect qualitatif, plus qualité de vie, qui se chiffre moins bien, on passe à côté. Surtout qu'on pourrait avoir des données chiffrées, par exemple, de budget extraordinaire, puis scraper l'environnement des populations plus défavorisées, par exemple, puis ça paraîtrait pas. Donc, c'est pas simple. Et actuellement, des outils qui sont... qui permettent, hors de tout doute, tu sais, une bonne métaux, là, on dit, mettons que je suis cette métaux-là, je vais pouvoir mesurer mes impacts, puis ça va être grandiose. Elle n'existe pas. Exact. Dans un jour, peut-être, mais puis c'est ça, pas là, pas pour l'instant. C'est pour ça que je posais la question. C'est pour ça que j'ai demandé la permission pour poser la question. T'es si aimable. Ah, merci. C'est le temps d'ouvrir la discussion avec notre salle ici. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont en ligne et qui désirent poser des questions, il y a moyen de mettre ça dans l'espace de discussion de la session. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos invités? C'est vrai que j'avais oublié qu'on était en ligne. Bonjour! Oui, tu nous parlais d'enregistrement tantôt, c'est enregistré. C'est super. Ouais. Si j'ai bien compris votre exposé, le problème de base, c'est que vous travaillez à décompartimenter toutes les structures. Oui, ça fait partie de nos objectifs de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Oui, tout à fait. Et que les préoccupations et les intérêts des uns et des autres soient pris en considération. Oui, tout à fait. C'est là, il est là le problème. Mais absolument, c'est-à-dire que si on continue de faire de la recherche d'un côté et de se préoccuper de politique publique de l'autre, ben c'est sûr que quand va arriver le développement, les politiques publiques seront pas prêtes. Par exemple, c'est un exemple, là, mais oui, tout à fait. C'est de faire en sorte que les gens travaillent ensemble avant l'intégration technologique. C'est pas simple pour faire ça avec des êtres humains, hein? C'est pas... non. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être aussi qu'on pourrait vous poser des questions, c'est-à-dire il y a plein d'étudiantes et d'étudiants dans la salle qui font de la recherche. Est-ce que dans ce qui a été nommé ici, il y a quelque chose qui vous parle ou est-ce qu'il y a des enjeux que vous aimeriez mettre de l'avant là, dans votre quotidien? On a une question, mais pensez-y. Là, si vous avez quelque chose, je serais vraiment preneur de vos partages. Moi, j'aimerais ça savoir si on l'applique, admettons, aux grands enjeux là, de réduire les gaz à effet de serre puis de maintenir la paix dans le monde. Donc, juste ces deux questions-là. Deux faciles, là, hein? Les changements climatiques, la paix dans le monde, deux éléments simples, là. Ouais. Est-ce que vous voyez que vos superordinateurs pourraient vraiment aider, puis de quelle façon que vous figurez? Hein? Oui, super bonne question. En fait, justement, l'ordinateur quantique, c'est un des impacts qu'on croit qui va être positif de l'ordinateur quantique parce que ça permet de réaliser des calculs qui sont très difficiles à réaliser sur des ordinateurs et même les plus puissants ordinateurs de la planète. Il faut savoir que ces ordinateurs-là consomment énormément d'électricité. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais je me souviens bien, le calcul haute performance dans le monde, c'est 7 de la consommation d'énergie. OK? C'est appelé à grandir parce qu'on a de plus en plus besoin de faire des calculs performants et un ordinateur quantique, il est fondamentalement beaucoup plus efficace, donc il consomme fondamentalement beaucoup moins d'énergie. Et puis, même pour des problèmes qu'on peut résoudre avec des machines classiques, parce qu'un ordinateur quantique peut résoudre des problèmes que les machines classiques ne peuvent pas résoudre, mais ils peuvent aussi résoudre des problèmes qui sont résolvables par les machines classiques, mais ils le feraient avec beaucoup moins d'énergie aussi. Fait qu'il y a déjà un avantage énergétique juste à développer des ordinateurs quantiques, même si on ne se rend pas au bout ils font les problèmes qui sont impossibles à faire avec l'ordinateur classique. Donc déjà, s'ils sont plus rapides et ou moins énergivores, déjà, il y a un gain à utiliser les ordinateurs quantiques. Exactement, oui. Quant à la paix dans le monde... mais c'est-à-dire que c'est une question qui est vraiment intéressante. Pas est-ce que l'ordinateur quantique pourrait régler et assurer la paix dans le monde,
en fait, ce serait le fun, OK? On va se le dire. Si jamais vous pouvez inventer ça, je finance, je sais pas, d'accord, mais c'est plutôt l'inverse qui me préoccupe, moi. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que les États sont dans une course pour l'obtention de l'ordinateur quantique. Qui va avoir les premiers ordinateurs quantiques? Quel usage vont-ils en faire? Et là, en termes de tension internationale, parce que ça peut venir jouer sur les rapports de force entre les nations. Là, il y a peut-être plus des craintes, effectivement. Est-ce que si on bascule dans une... On bascule... Je lis beaucoup trop de science-fiction. Hein. Si on bascule dans une société quantique, est-ce qu'au-delà de l'influence économique, il va avoir une influence de créer carrément deux sociétés où là, il va y avoir une partie de la société qui serait mise au banc et là, sur les relations internationales, ça devient tendu. Donc, c'est un élément de relations internationales qui est effectivement préoccupant. Présentement, la Chine est un des acteurs nationaux qui investit beaucoup dans le quantique. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas encore lu leur politique publique d'encadrement du développement quantique. Là. C'est ça. Fait qu'il y a là une tension. Malheureusement, je suis pas sûre qu'on va régler le problème de la paix dans le monde, mais on pourrait, si on fait pas bien les choses, accroître les tensions, ce qui irait pas dans le bon sens. Si on est aussi fort qu'eux autres, ils vont peut-être pas. Ouais, l'équilibre des puissances, on a testé ça aussi il y a quelques décennies. Puis pour assurer la paix dans le monde, ça a été tranquille comme résultat. Mais voilà, mais c'est une excellente question, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou peut-être en ligne, encore une fois? J'ai écouté votre webinaire le dernier que vous avez fait en 2023. D'accord. Est-ce que j'ai dit les mêmes jokes ou non? Non, c'est bien. Ah, Vous avez changé de couleur de cheveux en passant. Oui, ça c'est vrai. J'ai même par rapport à la photo. Hein, oui. Je suis désolée, c'est de ma faute. Ah oui. Il y avait eu des graphiques qui avaient été établis suite à 2 questions. Oui. Et puis, il y en a une qui parlait que les gens, quand vous avez posé des questions aux chercheurs, des étudiants, la crainte qu'ils avaient en lien, ils disaient, avec les compagnies et avec les médias. Oui. Et vous vous êtes posé la question en disant, « intéressant. Est-ce que vous avez répondu à ces éléments-là? » Non, on n'a pas pu répondre, mais c'est clair que il y a... Quand on essaie d'avoir un dialogue à l'échelle de la société, puis vous avez vu, dans les acteurs que j'ai mentionnés, j'ai pas parlé des citoyens et citoyennes, parce que ça, c'est un autre niveau, puis là, clairement, moi, j'étais pas prête, j'avais pas les outils pour aller du côté des citoyens et des citoyennes. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va communiquer grand public, donc passer par les médias et amener les médias dans cette réflexion-là. Non, j'ai pas encore répondu à cette question-là et j'espère que quand on va se rapprocher d'un conseil scientifique un peu plus précis, on pourra avoir des réponses pour ça. Moi, selon moi, la réponse que j'ai trouvée à ça, ce serait que les étudiants qui sont en recherche dans le domaine quantique rencontrent ces gens-là en groupe. Un peu comme les Olympiques, tous les athlètes au niveau mondial se rencontrent, se parlent. Donc, il y a une évolution qui se fait. Je pense que c'est le moment de parler des curieux quantiques. Oui, on a Mélissa qui est à côté. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot? Oui, bien sûr. Merci pour la plug. En fait, Curieux Quantique, c'est une initiative de vulgarisation et c'est ce lien-là entre l'Institut quantique et le grand public. D'ailleurs, la conférence d'aujourd'hui est une gracieuseté de Curieux Quantique. Puis nous, nos activités qu'on organise, c'est soit des visites ici, on va beaucoup dans les écoles, on participe à des festivals de sciences où vous pouvez rencontrer plein d'étudiants et de travailleurs de différents domaines de la science. Puis nous, notre objectif, c'est de mettre de la quantique le plus possible dans ces événements-là. Puis c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme... J'ai certains événements en tête où c'est comme les Olympiques de la science. Tout le monde arrive avec ses expériences les plus farfelues les unes que les autres. Puis on explique la science qui est derrière ça.
C'est parfait, vous êtes notre public cible parfait. C'est un vieux de l'université de 25 ans. Ah oui. Non, mais on a des jeunes, là, des citoyens jeunes aussi là, dans la salle. Fait que, ouais, c'est ça. Alors, là-dessus, j'aimerais vous entendre, donc, pour un dernier tour de table, savoir qu'est-ce qu'on retient ou qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite du projet, évidemment, de développement éthique, mais sinon, plus largement, allez-y au niveau que vous voulez. Vas-y, Michel. Premièrement, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ces discussions-là dès maintenant. Puis le projet Stimule permet ça. Fait que moi, je suis super enthousiaste à continuer les discussions. Puis je suis persuadé qu'on va arriver à quelque chose de très, très utile en bout de ligne. Puis on va montrer l'exemple à la planète au complet, comment on fait un développement responsable de nouvelles technologies. Merci. C'est pour ça qu'on veut toujours entendre Michel. Hein? Soudainement, je me dis, Colin, j'ai une belle job dans la vie. Je vais exactement dans le même sens. C'est-à-dire que déjà, si on ne sera pas capable de tout anticiper, d'accord? C'est sûr qu'on ne sera pas capable de tout anticiper les retombées d'une éventuelle nouvelle technologie quantique. En contrepartie, déjà, si on se donnait des moyens d'avoir une conversation pérenne. Donc, imaginons là, qu'on a prévu certaines choses, mais qu'il y a d'autres impacts qu'on n'avait pas anticipés qui pop au moment où on l'intègre dans la société. Si on a déjà développé des façons de faire qui fait qu'on se parle, qu'on est en contact, qu'on est capable de réagir plus rapidement, bien, moi, je pense qu'on aura, à l'échelle de la société, fait des gains majeurs. Puis c'est pour ça qu'on l'essaye et au niveau local et au niveau national, puis on verra. Est-ce qu'il y a une formule qui fonctionne mieux? Est-ce que... Là, j'ai pas de contact à l'international pour recueillir ces mêmes gens-là, mais tu sais, est-ce que c'est ça la prochaine étape? J'en sais rien, mais de se donner des façons de travailler ensemble, je pense que ce sera déjà un grand gain pour notre gestion d'intégration technologique. Bien, merci beaucoup, Isabelle Lacroix, Michel Pierrot-Ladrière. C'était vraiment intéressant d'avoir cette discussion avec vous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à l'infolettre de Curieux Quantique, je vous invite à aller vous abonner sur la page web de Curieux. Si vous voulez d'ailleurs rattraper d'anciennes rencontres quantiques, elles sont toutes sur YouTube et plusieurs sont d'ailleurs en balado sur Balado Québec. Donc, vous pouvez accéder également à ces anciennes rencontres et faire votre jogging, quoi d'autre avec ces balados dans les oreilles. Donc, là-dessus, je veux remercier Tom Mala à la technique et à l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir été là. Merci! Merci!